Je sais pas si tu as remarqué, mais dans l'actu, on parle souvent des dirigeants qui prennent le pouvoir, mais on parle très rarement de ceux qui le perdent. Et en ce moment, je sens un petit peu en France cette envie de savoir comment est-ce que des gens peuvent perdre le pouvoir, parce qu'on connaît tous un petit gars qu'on aimerait bien voir dégagé. Eh bien, sachez que dans l'actualité récente, tu as un exemple qui est parfait pour ça, puisque c'est le peuple lui-même qui a dégagé son président. Aujourd'hui, sur Canard Réfractaire, on va voir comment le peuple coréen a contré un coup d'État. Alors ce fameux coup d'État, il a été déjoué très vite dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024. Et tout commence vers 22h30 lorsque le président sud-coréen Yoon prend la parole et déclenche par surprise la loi martiale. Ce qui veut dire que techniquement, c'est l'armée sud-coréenne qui s'approprie tout le pouvoir sous contrôle du chef d'État. Résultat, à minuit et demi, tu as l'armée sud-coréenne qui est en train d'assiéger le Parlement. Mais les parlementaires se sont enfermés à l'intérieur et réussissent à voter de justesse l'abrogation de la loi martiale. Et là, tu te dis, en fait, il aurait suffi à l'armée sud-coréenne de dégager les parlementaires de l'Assemblée, il n'y aurait pas eu de vote et c'était terminé, quoi. Et en vrai, ça aurait été possible, sauf que, le peuple est intervenu. Et oui, le plus grand syndicat du pays a appelé à la grève générale illimitée dès 23h40. Et les Sud-Coréens n'ont pas attendu la grève pour descendre massivement dans la rue. Conclusion, à 4h26, les militaires ont battu retraite et la loi martiale est officiellement levée. Et du coup, on peut se poser une question, c'est comment ça se fait que ce coup d'état militaire, ça s'est foiré à ce point, quoi? Et tout simplement parce que le gars, il a tout misé au hasard, de sorte que c'était même pas un coup de poker, son truc, c'était juste un lancer de dés. Ah oui, on le rappelle, la loi martiale, c'est du lourd, ça veut dire quand même que l'ordre public tombe sous la juridiction de l'armée. Du coup, les militaires peuvent procéder à des arrestations arbitraires, ouvrir le feu si nécessaire et faire passer les citoyens devant des tribunaux militaires. Donc le chef d'État qui veut tenter un tel coup de force, il doit réussir à faire avaler la pilule. Et pour ça, il faut parvenir à conditionner la population. Souvent, ça passe par l'instauration d'un climat de peur qui pousse les citoyens à accepter la prise de pouvoir d'un chef suprême. Mais il faut aussi neutraliser les partis d'opposition en provoquant l'adhésion passive des opposants. Et pour ça, il faut que les membres de l'opposition aient intérêt à ce coup d'État. Et enfin, tout simplement, il faut que l'armée et surtout les états-majors, ils acceptent de prendre ce pouvoir-là. Mais début décembre, en Corée du Sud, aucun des éléments n'était réuni. La population sud-coréenne est très attentive à l'intégrité de ses dirigeants. Pour ce qui est des parlementaires, ils avaient rien à gagner avec ce coup d'État. Et même les membres du parti présidentiel n'étaient pas au courant. Enfin, les militaires ont fait preuve d'aucun zèle pour suivre les ordres du président. Et c'est sûrement ce qui a joué dans l'échec de la prise du Parlement. Alors pourquoi est-ce que le président sud-coréen, il a tenté de faire un truc comme ça? En vrai, même dans le camp présidentiel, il se pose la question. Et il y a une réponse qui vient tout de suite en tête, et cette réponse, on la trouve en regardant la composition du Parlement. Parmi les 300 sièges de députés, 174 sont occupés par l'opposition démocrate. Or, le président Yoon, c'est un conservateur. Et si le président voulait juste gérer les affaires courantes tranquilles, la cohabitation pourrait se faire. Sauf que Monsieur Yoon, il a un projet en tête. Et ce projet, il a un nom, c'est l'escalade militaire. Dans ce jeu, l'adversaire du gouvernement sud-coréen, c'est évidemment l'État nord-coréen. Ça fait bientôt 2 ans que l'armée nord-coréenne multiplie les agressions et les intimidations chaque mois. Ça se passe par exemple en mer Jaune, dans une zone tampon entre les deux Corées, où l'armée de Kim Jong-un a lâché 192 obus. Mais l'armée nord-coréenne a aussi fait exploser les voies de chemin de fer qui relient le nord au sud. Et enfin, il y a ce qui se passe à Gwangwa. C'est une île sud-coréenne qui fait face à des collines nord-coréennes. Et sachez que sur ces collines, l'armée nord-coréenne a installé des haut-parleurs ultra puissants pour bombarder les habitants de bruit horrible pendant 10 heures par jour. Et face à ça, le président Yoon, il s'est dit, banco, on va rentrer à fond dans ce conflit et on va jouer avec le dirigeant nord-coréen à ce magnifique jeu qui s'appelle l'escalade militaire. Du coup, cette politique agressive du gouvernement, ça passait notamment par le projet de budget 2025. Encore un projet de budget incroyable qui faisait grande part au développement des effectifs et du matériel de l'armée. Sauf que son projet de budget, il a été bloqué au Parlement et on tient là l'une des raisons probables de son coup d'État. Mais si on veut mieux comprendre ce coup d'État avorté, il faut dézoomer. Et quand on dézoome, on se rend compte que c'est pas un hasard si tout intervient après l'invasion de l'Ukraine. Par exemple, on a un accord de coopération militaire qui a été signé entre les États russes et nord-coréens. Et on a même vu des contingents de soldats nord-coréens se joindre aux forces russes sur le front. Et de son côté, l'État sud-coréen soutient l'armée ukrainienne puisque les industriels sud-coréens fournissent des armes aux alliés de Kiev.
trêve. Et quelques semaines avant le coup d'État, le président Yoon déclarait vouloir envoyer directement des armes à l'armée ukrainienne. Donc l'escalade militaire coréenne se joue aussi sur le front ukrainien. Et oui, il y avait des grands enjeux derrière ce coup d'État et tous ces projets portés par le président sud-coréen, c'est peut-être ce qui l'a aveuglé dans les dynamiques réelles de son propre pays. Et oui, il faut savoir qu'il y a déjà eu un coup d'État militaire en Corée du Sud en 1980 et ça s'est fini 7 ans plus tard par la chute du régime sous la pression populaire. Et cet héritage, il est encore très vivant dans la population sud-coréenne et ça, on en a la confirmation après les événements de 2016. À ce moment-là, il y a une grande affaire de corruption qui est dévoilée, qui mêle la présidente sud-coréenne et l'une des plus grandes femmes d'affaires du pays. Et la réponse du peuple, c'est 2 300 000 personnes dans la rue. Du coup, sous la pression, le Parlement destitue le gouvernement. On a donc une culture populaire de gens qui, lorsqu'ils se mobilisent, arrivent à faire dégager régulièrement des dirigeants. Et donc, quand tu en as un qui arrive là en disant « Ouais, je vais faire la guerre, machin, prendre tous les pouvoirs », et ben eux, ils savent quoi faire, quoi. Ils ont l'habitude, ça leur fait pas peur. Ce qui prouve que le président Yoon, là, politiquement, il était quand même un peu claqué au sol. Et toute cette aventure s'est terminée mercredi dernier vers 10h30 avec l'arrestation du président à son domicile. Et la police a été obligée d'aller le chercher chez lui parce que le bougre, il n'avait pas le courage d'aller à son procès pour destitution. Alors, ce président, il était un peu nul, mais on a quand même des conclusions à tirer de cette histoire. La conclusion, c'est que la guerre met absolument tous les pays sous pression. Parce qu'à l'échelle régionale, les alliances divergentes poussent les gouvernements à se positionner. Mais cette marche vers la guerre, elle se heurte à la culture et à l'idéal sur lesquels se sont construits certains peuples depuis des années. Et donc, comme en Corée du Sud, on peut s'attendre à avoir d'autres réactions populaires dans d'autres pays face à l'escalade militaire. Bref, une histoire très inspirante quand nous, le peuple de France, on regarde d'en bas ceux qui, en haut, essayent de nous mener à la guerre et de prendre tous les pouvoirs. Et en vrai, toi, ça te dirait pas de participer à des manifestations contre la guerre en France? Tu peux nous dire ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a inspiré et sachez que c'était la toute première vidéo qui a été écrite par Nico. Nico, il écrit tous les jours sur Actu Réfractaire. C'est notre chaîne quotidienne d'information qui permet d'analyser toute l'actualité sans passer par les BFM, la radio ou les journaux. Bref, au Canard Réfractaire, en ce moment, on se réorganise pour être de plus en plus nombreux à écrire des vidéos et à vous proposer des analyses différentes et enrichissantes. Et si tu veux soutenir notre indépendance, notre transparence et notre intégrité, tu peux aller sur Tipeee, c'est en description. Pensez à donner à Nico de la force en commentaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.